Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Pourquoi un dictionnaire sur le pétrole? Quelle pourrait être son utilité? C'est d'abord un sujet très présent dans nos préoccupations actuelles qui concerne tout le monde. Le pétrole est un produit indispensable pour la consommation des ménages et pour toutes sortes d'industries. Ceci justifie l'inquiétude qui s'est installée à l'idée de sa disparition prochaine. Allons-nous en manquer pour nos voitures? Parfois le mot pétrole est évoqué d'une façon péjorative. Il est considéré comme un produit dangereux, à l'origine des guerres et d'enrichissements scandaleux. Mais il est difficile de nier l'extraordinaire source de richesse qu'il constitue. Son histoire est passionnante, relatant sa découverte, son exploitation et surtout son importance politique et militaire. L'industrie pétrolière est devenue très complexe, souvent mal comprise, qu'il s'agisse de la prospection de vastes contrées ou de mers prometteuses, de méthodes d'extraction et de transformation en produits utilisables. Elle fait appel aux plus récents progrès scientifiques, non seulement en physique et chimie, mais également en géologie, océanographie et météorologie. On est bien obligé de constater que cela constitue un domaine de connaissances très vaste et extrêmement riche à étudier. Il est difficile pour le lecteur intéressé par l'économie, la politique et la science de maîtriser tous ces sujets. Il a besoin de trouver des points de repère répondant aux questions qu'il se pose. C'est le but de ce recueil d'informations sur cette industrie des temps modernes, souvent exaltante quand on l'étudie. L'ordre alphabétique facilite la recherche, les diverses entrées offrent un choix aux lecteurs intéressés par certains sujets, ou qui se posent des questions sur les nombreux problèmes que cette industrie soulève. Nous souhaitons par ce travail, lui apporter des réponses claires et simples. M.E. A. Accord d'Ashnakari. À la fin de la Première Guerre mondiale, le marché international est surabondant en hydrocarbures. Les très riches gisements de Perse, du Texas, du Venezuela et du Mexique ont fonctionné à plein rendement pour alimenter les armées alliées. Par contre, la demande est encore faible à l'établissement de la paix. L'automobile est encore un objet de luxe, l'aviation commerciale démarre doucement. Le prix du baril fluctue dangereusement. De plus, l'URSS a nationalisé toutes les entreprises pétrolières du pays. Elle a repris péniblement la production et perturbe le marché en bradant les prix pour se faire une clientèle. En août 1928, Henry d'Etterding, président de la Royal Dutch Shell, loue le château d'Ashnakari en Écosse et y invite Walter Teagle, président de la Standard Oil New Jersey, John Cadman, président de l'Anglo-Persian Oil, et William Mellon, président de la Gulf Petroleum Company. Le but de cette réunion entre collègues est de chasser le coq de bruyère, la grouse écossaise, et accessoirement de parler des problèmes du pétrole. Mais personne n'est dupe. La rumeur d'une réunion des grands patrons du pétrole se répand dans le monde. Après 2 semaines de discussions ardues, de confrontation des points de vue, l'accord se fait sur la nécessité de réguler le marché, ajuster la production du pétrole brut à la consommation, stabiliser le prix du pétrole brut. Le résultat est connu sous le nom des accords d'Ashnakari. 1. Partage précis du marché entre les compagnies, chacune gardant les positions acquises avec le même chiffre d'affaires. 2. Accroissement de la production dans un secteur uniquement si la demande croît, diminution en cas contraire. 3. Fixation des prix dans chaque partie du monde, en y joignant des normes de qualité. Un organisme de contrôle est créé à Londres qui publiera les prévisions de commande et fixe les quotas de production. C'est un grand cartel qui est établi. L'accord est publié en 1930 et d'autres compagnies y adhèrent, Texas, Atlantic, Sinclair. La principale difficulté qui survient rapidement, c'est le non-respect des décisions prises, dû à l'âpreté de la concurrence. Par exemple, la Shell prend pied aux États-Unis, chasse gardée de la Standard Oil. Ce qui provoque une crise aiguë entre les deux compagnies. En 1934, une réunion se tient à Londres entre la Standard Oil New Jersey, Shell, Anglo-Persian pour réformer les accords d'Ashnakari et uniformiser les prix. Cela satisfait pleinement l'Anglo-Persian dont les prix d'extraction du pétrole sont très faibles et qui doit le vendre au prix du marché, donc sur le plus cher. C'est une décision d'unification des prix à la hausse, au détriment du consommateur, ce qui soulève la réprobation de tous les milieux politiques.
On peut faire le bilan des résultats des accords d'Ashnakari. Après ces accords, les prix du pétrole brut se stabilisent pendant près de 40 ans, malgré les perturbations causées par la Seconde Guerre mondiale. Il se situe à 1 ou 2 dollars le baril, soit 10 dollars actuels. 2. Après la Seconde Guerre, il n'est plus possible au cartel d'avoir le monopole des prix. Le Mexique et l'URSS les fixent par décision gouvernementale. 3. La concentration de la production est aux mains de 7 sociétés surnommées les 7 sœurs produisant près de 80% du pétrole brut mondial. 4. Parallèlement à cette concentration de la production, il se crée un grand réseau bancaire de soutien de ces sociétés, par exemple la Chase Manhattan du groupe Rockefeller ou la banque Mellon qui fonde la Gulf Petroleum Company. Alaska. En 1956 éclate la crise du canal de Suez. Le colonel Nasser, président égyptien, en représailles au refus américain d'octroyer à l'Égypte les crédits nécessaires pour la construction du haut barrage d'Aswan, décide de nationaliser le canal. Les répercussions dans le monde occidental, l'expédition ratée franco-anglaise pour le récupérer aboutissent à une fermeture du canal qui va durer de nombreuses années. Les démocraties occidentales et les États-Unis mis devant le fait accompli, recherchent des régions du globe, à l'abri des tourments politiques et qu'il serait possible d'explorer puis d'exploiter si on y découvre des hydrocarbures. Le problème est encore plus angoissant pour les États-Unis qui dépendent du Golfe Persique pour leurs approvisionnements en pétrole. La fermeture du canal de Suez oblige les navires à faire le tour de l'Afrique pour atteindre au port de l'Atlantique. Exploration. Les États-Unis s'intéressent alors à l'Alaska, devenu en 1959 un des États de l'Union, et qui est peu exploité à cause de la rigueur de son climat. Des forages d'exploration sont entrepris dans le sud de l'Alaska au climat plus doux que dans le reste du pays. Ils sont localisés dans le Cook Inlet, grand golfe sur l'océan Pacifique, près de la capitale Anchorage. De 1959 à 1966, on y découvre 5 gisements de pétrole et 10 de gaz avec l'estimation totale d'1 milliard de barils de pétrole et 140 milliards de mètres cubes de gaz. C'est une découverte d'importance moyenne. Des forages d'exploration sont entrepris dans le Grand Nord, à Prudhoe Bay, sur la mer de Beaufort au sud de l'océan glacial arctique. En 1964, l'exploration commence, les conditions de travail sont très dures. En hiver, on opère par -35 degrés. Les risques financiers sont énormes. Les sociétés s'unissent pour partager les risques, la BP avec Sinclair, Atlantic avec Richfield sous le nom d'Arco. Le 26 décembre 1967, par -35 degrés, un puits d'exploration Arco entre en éruption. Le gisement est évalué en 1968. C'est un réservoir géant de 10 milliards de barils. Il est le 3e au monde, après ceux de Ghawar en Arabie Saoudite et Burgan au Koweït. L'Arco, qui a de faibles moyens, s'associe avec Exxon. Le gouvernement des États-Unis est très satisfait, car cela diminue sa dépendance au pétrole du Moyen-Orient. L'Alaska, territoire américain, possède 1/3 des réserves totales du pays, et on pense déjà à doubler la capacité de cet immense réservoir par l'utilisation des nouveaux moyens techniques d'extraction appelés récupération secondaire. Exploitation. Après les découvertes, il faut commencer à exploiter le gisement. Les conditions de travail sont très difficiles. Le sol, appelé toundra, est dur en hiver, mais spongieux en été sur 50 cm, en dessous c'est le permafrost gelé en permanence. La circulation des camions est impossible, on se déplace en hélicoptère. De plus, les technologies des grands froids n'existent pas. Les appareils fonctionnent mal à basse température. Le personnel se fatigue rapidement sous le blizzard en hiver, et sur la boue en été. Lorsque commence l'exploitation du gisement, on remarque que les coûts de production sont énormes, la seule consolation est que la sécurité politique est totale. Le problème du transport du pétrole brut du nord au sud de l'Alaska se pose immédiatement. On imagine des sous-marins géants passant sous la banquise ou d'immenses avions-citernes. La solution raisonnable est l'oléoduc. 2 projets sont en concurrence. 1. Oléoduc Trans-Alaska de Prudhoe Bay à Valdez sur l'océan Pacifique. Mais il faut passer par-dessus une chaîne de montagnes, celle des Brooks culminant à 3000 mètres. Le pétrole qui doit s'écouler chaud risque de faire fondre le permafrost. De plus,
Il sera un obstacle aux migrations des grands mammifères. 2. Oléoduc transcanadien, plus long, plus facile à construire et arrivant au centre industriel de l'Ouest canadien vers Edmonton ou Calgary. Il traverse plusieurs États de l'Union canadienne, et les autorisations de passage sont difficiles à obtenir. Le gouvernement des États-Unis, en accord avec les compagnies pétrolières, choisit la première solution. Le TAP, Trans-Alaska Pipeline, est prévu arrivant à Valdez où le pétrole brut sera chargé sur de gros navires pour les raffineries de l'Ouest ou du Japon. L'oléoduc construit aura 120 km de long, 1,20 m de diamètre, et sera surélevé pour ne pas dégeler le permafrost et pour permettre le passage des animaux. Il sera mis en service en 1978 après le blocage de sa construction pendant 5 ans par les sociétés de défense de la nature, s'opposant devant les tribunaux à sa pose. Anticlinal. Le pétrole ainsi que le gaz naturel se sont formés il y a des millions d'années, à partir des résidus de végétaux ou d'animaux. Ils se sont accumulés dans des régions maritimes peu agitées, des golfs ou des marécages, se sont décomposés et enfouis sous terre par des mouvements de l'écorce terrestre et ils ont donné naissance à des hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'intérieur de ce que l'on nomme la roche-mère. Ces composés de gaz, de pétrole et d'eau, enfouis sous grande profondeur, migrent ensuite vers des lieux proches de la surface où la pression est plus faible. Ils risquent de se perdre définitivement s'ils aboutissent à la surface du sol. Dans de nombreux cas, ils sont arrêtés par un piège constitué de roches poreuses appelées roches-réservoirs, si celui-ci est recouvert d'une structure imperméable, le plus souvent du calcaire en forme de dôme. D'autres pièges sont formés par des glissements de terrain. Cette structure en forme de dôme est appelée anticlinale. Les géologues auscultant la surface terrestre sont intéressés par les anticlinaux. Ayant bien exploré la géométrie d'un anticlinal, ils pourront définir l'emplacement du forage d'exploration qui aura le maximum de chances d'aboutir à un gisement de pétrole ou de gaz. Ce forage, bien placé, rencontrera des zones de gaz naturel, de pétrole et d'eau. Dans d'autres cas, il n'aboutira qu'à du gaz et de l'eau. Il peut également ne rencontrer que de l'eau, ce qui est un échec impossible à prévoir. Il n'est pas certain que tous les anticlinaux et leurs pièges contiennent des hydrocarbures. C'est la raison pour laquelle les compagnies pétrolières, entreprenant ces forages qui coûtent très cher, doivent avoir des réserves financières considérables pour pouvoir persévérer dans leurs explorations des concessions accordées par les États, car celles-ci se soldent parfois par des échecs imprévisibles. Abchéron, péninsule d'. Sur la côte ouest de la mer Caspienne se situe la péninsule d'Abchéron, à l'extrémité est de la chaîne de montagnes du Caucase. La ville de Bakou, capitale du pétrole de la région, se trouve au sud, c'est un port sur la mer Caspienne. C'est dans cette avancée terrestre sur la mer que se trouve, à faible profondeur, le grand gisement d'hydrocarbures du Caucase sur le plateau de Sourakhane. Depuis l'Antiquité, cet endroit inspire la terreur aux populations proches, car il y règne des flammes éternelles, alimentées par le gaz naturel qui s'infiltre jusqu'à la surface du sol. Les peuplades de la région avaient construit un sanctuaire, bâtiment carré coiffé par un dôme soutenu par 4 colonnes. Celles-ci, creuses, faisaient office de cheminée, transportant le gaz qui s'enflammait au sommet. C'était le temple de Zoroastre, le dieu redoutable et tout-puissant se manifestant par la majesté du lieu. Le principal gisement, celui de Balakan, est célèbre par sa richesse. Pour en donner une idée, il faut remarquer qu'à la fin du XIXe siècle, il produisait près de 3 millions de tonnes de pétrole brut sur une superficie de 200 km². Au même moment, le Texas en produisait le double, mais sur 1 million de km². Ce gisement est d'exploitation facile, car situé à moins de 100 mètres de la surface. Celle-ci commence au début du XIXe siècle, où l'on extrait le pétrole brut qui, une fois distillé, donne le kérosène utilisé pour l'éclairage dans les lampes à pétrole, qui se multiplient dans toutes les villes d'Europe et d'Amérique. Cette exploitation commence avec des moyens rudimentaires, par des artisans qui font des forages de faible profondeur. Le pétrole recueilli est transporté vers des raffineries de Bakou, dans des barils placés sur des charrettes tirées par des mulets. Le grand danger de la méthode utilisée tient au puits qui, parfois, entre en éruption lorsque le forage atteint le gisement. Le pétrole poussé par la pression souterraine jaillit à grande hauteur,
retombant en pluie noire et chaude aux alentours. On ne sait pas maîtriser ce puits, on attend que la pression baisse en assistant impuissant à cet immense gaspillage d'une ressource naturelle. En 1877, un puits foré à 60 mètres de profondeur, de 30 cm de diamètre, entre en éruption. Celle-ci dure 40 jours et gaspille 5000 tonnes de pétrole brut par jour. Le pétrole coule un peu partout aux alentours, recueilli parfois dans de grandes piscines creusées à la hâte. Quand le puits par malheur prend feu, en attendant qu'il s'éteigne, de gros nuages ou un brouillard épais obscurcissent toute la région. Cette exploitation irrationnelle prend fin avec l'arrivée des frères Nobel, Ludwig et Robert, qui modernisent toute cette industrie. Ils améliorent le forage en utilisant des foreuses Rotary importées des États-Unis, installant des systèmes de sécurité contre les éruptions, font transporter le pétrole brut dans des oléoducs jusqu'à destination et construisent des raffineries modernes. Arabie Saoudite. Histoire. Depuis le XVIIIe siècle, la péninsule arabique est gouvernée par la dynastie Ibn Saoud sous domination très lointaine de l'Empire ottoman. Le sultan Abdelaziz Ibn Saoud la gouverne depuis le début du XXe siècle. C'est un grand pays peu peuplé, ayant peu de ressources et une population misérable. Le souverain Ibn Saoud entreprend la reconquête de son territoire, secondé par une secte de bédouins fanatiques et très courageux. En 1902, il s'empare de Riyad au centre du pays et en fera sa capitale. Il poursuit à l'est son offensive et occupe le port de Djeddah sur la mer Rouge, ainsi que les deux villes saintes, Médine et la Mecque. Il poursuit son expansion au nord-ouest, dans le Hédiaz. En 1926, ayant achevé sa conquête, il se proclame roi et nomme son royaume Arabie Saoudite. Le roi Abdelaziz est un colosse de 1,90 m, borgne et boiteux, ce qui ne l'empêche pas d'être un bon chef de guerre courageux. Il fait partie de la secte des Wahhabites, très austère et puritaine, qui interdit l'alcool, le tabac, l'adultère et impose à son pays les 5 prières quotidiennes. Amateur de chasse au faucon et à la gazelle, il a 4 épouses, 8 concubines. Il a 40 fils, on ne compte pas le nombre de ses filles. Mise en valeur du territoire. Abdelaziz a besoin d'argent. Son pays est très pauvre, les ressources sont rares. Il a besoin d'entretenir sa nombreuse famille, et commence à mettre en valeur le territoire. Son conseiller et ami Jack Philby, anglais, commerçant à Djeddah et converti à l'islam, a exploré le royaume. Il a entendu parler des découvertes pétrolières du golfe Persique, et déclare à son souverain qu'il a sous ses pieds un trésor fabuleux. Celui-ci n'est pas convaincu, le pétrole ne l'intéresse pas, par contre il a un besoin pressant d'eau. Philby contacte la SoCal, Standard Oil of California, qui a fait de remarquables découvertes à Bahreïn et voudrait étendre ses activités en Arabie Saoudite. En 1932, elle demande une concession au roi. Elle est concurrencée par une compagnie anglaise, l'IPC, Iraqian Petroleum Company, sur le même domaine. Philby fait monter les enchères puis choisit la SoCal, car l'IPC ne veut la concession que pour la bloquer et empêcher les Américains d'avoir un pied en Arabie Saoudite. Le pétrole jaillit. La SoCal propose au roi 35 000 pièces d'une livre chacune, qui seront suivies par 20 000 autres. Elle expédie 7 caisses avec 35 000 pièces en prenant bien soin qu'elles soient à l'effigie du roi d'Angleterre. Les mêmes pièces à l'effigie de la reine Victoria n'auraient pas été acceptées. La misogynie du roi Ibn Saoud se réfugie dans les plus petits détails. La SoCal s'allie à la Texaco, compagnie pétrolière du Texas, crée alors une filiale, la CASOC California Arab Standard Oil, et commence les forages d'exploration. En mars 1938, à Dammam, le premier puits foré donne d'excellents résultats. L'Arabie Saoudite entre dans l'ère du pétrole. Années de guerre. Pendant les années de guerre, les États-Unis veulent évaluer le potentiel pétrolier du Moyen-Orient. Leur expert pétrolier, envoyé sur place, déclare que le centre de gravité mondial de la production de pétrole se déplace du golfe du Mexique au golfe Persique. Il estime la richesse totale de l'Arabie Saoudite en réserve de pétrole à 5 milliards de barils. Il se rendra compte plus tard qu'il était bien en dessous de la réalité. Le président Roosevelt, au début de son mandat, s'implique peu dans cette région lointaine et désertique. Son attitude évoluera rapidement après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor.
Il rationne aux États-Unis l'utilisation des produits pétroliers produits localement, les réservant pour les opérations militaires. Il se rend compte que les États-Unis, premier exportateur mondial de pétrole, seront après-guerre un importateur. Son intérêt pour le pétrole du Moyen-Orient va grandissant. Il adopte la stratégie consistant à réserver le potentiel de production locale comme stock de sécurité et à importer du Moyen-Orient pour l'utilisation quotidienne. Le lendemain de la conférence de Yalta entre Churchill, Roosevelt et Staline, il s'arrête sur son chemin de retour en Égypte et invite le roi d'Arabie sur son croiseur. Celui-ci arrive avec 48 personnes et 100 moutons, fait dresser sa tente sur le pont du navire. Malgré le fossé culturel les séparant, ces deux hommes s'entendent très bien. Ibn Saoud veut augmenter l'influence américaine pour contrebalancer celle des Anglais. Après le décès de Roosevelt en avril 1945, le président Truman confirme totalement la politique pétrolière américaine. Il soutient la position de la CASOC et fait connaître aux Anglais sa décision. Pétrole persan à la Grande-Bretagne, celui d'Arabie Saoudite aux États-Unis et partage de celui de l'Irak et du Koweït. Fondation de la RAMCO. Le roi Ibn Saoud devient de plus en plus exigeant. Il a besoin de beaucoup d'argent pour sa famille et pour son pays. La CASOC n'a pas les moyens de satisfaire toutes ces exigences. De plus, l'énorme potentiel pétrolier qui se révèle demande une organisation plus puissante. Elle fait appel à Exxon Standard Oil of New Jersey, ainsi qu'à Mobil Standard Oil of New York. Malgré les réticences anglaises, la politique de chasse gardée britannique au Moyen-Orient est remplacée par une autre, celle des portes ouvertes. Une nouvelle société est établie, la RAMCO Arabian American Oil Company, consortium des 4 compagnies américaines, Exxon, Mobil, Socal, Texaco. Toutes sont américaines et les 3 premières sont du groupe fondé par Rockefeller. L'or noir du désert. Le monde occidental commence à entrevoir les immenses richesses de l'Arabie saoudite. Ses réserves sont estimées en 1945 à 14 milliards de barils. L'exploration des réserves, entreprise par la RAMCO, les fait monter à 161 milliards à la fin du XXe siècle. Au rythme d'extraction décidé, elles dureront plus d'1 siècle. Le gisement le plus important du monde entier est découvert et exploré en 1948. Pour comparer sa richesse à celle des gisements aux États-Unis, un puits américain donne en moyenne 15 barils de pétrole par jour, un puits d'Arabie Saoudite en donne 1000. Scandale financier. Le roi Ibn Saoud n'est pas content. En 1949, la RAMCO lui donne 39 millions de dollars, mais lui fait payer au fisc américain 43 millions comme impôt sur le revenu. Il n'a pas tort. Il menace d'expulsion toutes les compagnies et exige le partage égal des bénéfices, l'accord 50-50e avec la RAMCO. Celle-ci est obligée de céder, mais elle se rattrape facilement. Pour ne pas nuire aux intérêts des petites productions du Texas, aux coûts de production élevés, la RAMCO aligne ses prix de vente sur ceux très élevés du marché mondial, alors que ses coûts de production sont ridiculement faibles. Les 4 compagnies américaines de la RAMCO font ainsi d'énormes bénéfices immérités, et les Européens sont obligés d'acheter leur pétrole au prix fort en créant un scandale. La RAMCO sera finalement nationalisée en 1976 par l'Arabie Saoudite. ARAMCO. La RAMCO, Arabian American Oil Company, a été pendant une grande partie du XXe siècle la grande compagnie américaine opérant en Arabie Saoudite. Après sa nationalisation en 1976, elle est devenue la Saudi Arabian Oil Company, Saudi ARAMCO. Son siège est à Dhahran en Arabie Saoudite. Son principal gisement pétrolier est celui de Ghawar, le plus grand du monde. Historique. 1933. Accord entre le gouvernement saoudien et la Socal, Standard Oil of California, pour établir la California Arab Oil Company et commencer la prospection pétrolière sur le territoire de l'Arabie Saoudite. Une immense concession lui est octroyée. 1936. La Texas Oil Company achète 50% de la concession. 1938. Après 2 ans de recherches infructueuses, découverte du gisement de Dhahran. 1944.
le nom de la compagnie change, elle devient ARAMCO, Arabian American Oil Company. 1945. Accord entre le président Roosevelt et le roi Ibn Saoud. Les États-Unis s'engagent à protéger politiquement et militairement la dynastie du roi Ibn Saoud, en échange de l'exploitation exclusive par les États-Unis de toutes les richesses pétrolières du pays. 1948. L'ARAMCO, qui ne peut en l'état faire face aux problèmes de ce qui s'avère être une énorme entreprise, s'agrandit. Ses actions sont partagées par 4 sociétés américaines. Il faut remarquer que 70% des actions sont détenues par des sociétés issues de l'éclatement du trust américain, Standard Oil, fondé par John Rockefeller. 1950. Accord de partage des bénéfices de l'ARAMCO à parts égales entre la société et le gisement saoudien. C'est l'accord 50-50e. 1972. Le gouvernement saoudien prend une participation de 25% dans les actions de l'ARAMCO. 1973. À la suite du conflit militaire à cette date au Moyen-Orient, le gouvernement saoudien décide de porter sa participation à 50% des actions. 1976. Nationalisation de l'ARAMCO. Les 4 compagnies américaines, formées en consortium, resteront en activité en Arabie Saoudite comme fournisseurs de services, d'expertise, sous contrat. Au début, le groupe américain commercialisera 80% du pétrole brut produit. L'ARAMCO nationalisée n'ayant pas de structure commerciale pour écouler l'énorme production du pays, le groupe pourra acheter le pétrole brut à découvrir à des prix réduits. 1988. L'ARAMCO devient la Saudi ARAMCO, Saudi Arabian Oil Company. 2015. Khalid Al-Falih est nommé président de la Saudi ARAMCO. Production et réserves données de 2014. Production journalière possible, 9,5 millions de barils. Production annuelle, 3,48 milliards de barils, dont 2,5 milliards exportés. Réserves. Réserves récupérables estimées à 261 milliards de barils. Au rythme d'extraction actuel, les réserves seront suffisantes pour 75 à 100 ans. Arbre de Noël. Après finition du forage, dans les puits productifs de pétrole ou de gaz naturel, on installe un ensemble de vannes permettant le contrôle du débit du puits ou bien l'arrêt si nécessaire. Cet ensemble, installé à la tête du puits, a reçu l'appellation d'arbre de Noël, apparaissant de taille comparable à celui-ci pour les non-initiés. On le trouve sur tous les puits dans lesquels la pression est suffisante pour faire jaillir le pétrole en surface. Il est alors relié à l'oléoduc, menant les liquides ou gaz à la raffinerie. Dans les puits où la pression souterraine est insuffisante pour le faire jaillir, on installe alors les pompes à balancier, très nombreuses dans le paysage des régions pétrolières où l'on exploite des gisements, avec leurs lourdes têtes au va-et-vient incessant pour extraire l'huile située parfois à de grandes profondeurs. Dans les puits en déclin, on installe à proximité des bassins de décantation pour séparer l'huile de l'eau, qui arrive en quantité croissante. Pour les gisements découverts et exploités offshore, en pleine mer, les arbres de Noël, beaucoup plus compliqués, sont installés à la tête du puits au fond de l'eau. Les vannes sous-marines sont actionnées de la surface, parfois par des flexibles pour les puits à faible profondeur, mais le plus souvent par télécommande depuis la surface. L'intervention humaine par des plongeurs n'est pas possible au-delà de 300 mètres d'eau. Au-delà, on utilise des sous-marins robots téléguidés. Ces installations sous-marines souvent très complexes avec des tuyaux arrivant et partant dans tous les sens sont parfois spectaculaires. Arctique, océan glacial. Les zones arctiques du golfe terrestre ne découragent plus les pétroliers, surtout lorsque le prix du baril avoisine les $100. Les compagnies pétrolières s'y sont intéressées, car cette région du pôle Nord n'est pas politiquement instable comme le Moyen-Orient. Malgré les difficultés d'exploration, l'inconfort du personnel et le problème délicat d'évacuation du pétrole et du gaz récupéré, cette région mérite d'être explorée. Le partage de l'océan glacial arctique jusqu'au pôle Nord a été effectué entre les puissances riveraines, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la Norvège, la Russie, l'Islande, le Danemark, pour le Groenland. Il a eu lieu pacifiquement, mais demeure sujet à contestation, surtout de la part des Russes et des Canadiens. Des résultats encourageants
ont été obtenus par les États-Unis en Alaska et par la Russie au nord de la Sibérie. Paradoxalement, le réchauffement climatique de la planète, faisant reculer la banquise, favorise l'exploration, l'exploitation des gisements et surtout l'évacuation du pétrole par voie maritime. États-Unis. L'Alaska a donné d'excellents résultats, surtout à Prudhoe Bay, dans la mer de Beaufort. C'est un gisement géant de 10 milliards de barils de réserves prouvées. Le pétrole obtenu est évacué par un oléoduc, le Trans-Alaska Pipeline. Il débouche au sud de l'Alaska sur l'océan Pacifique d'où il est chargé sur des pétroliers géants à destination de la Californie et du Japon. Canada. Dans la zone canadienne de la mer de Beaufort, des gisements ont été découverts, mais ne sont plus exploités car ils sont moins importants que celui de Prudhoe Bay et ayant des prix de revient et de transport très élevés. Par contre, le grand banc de Terre-Neuve, étendue marine de faible profondeur, a été exploré en offshore. C'est une zone prometteuse. Les archipels du nord du Canada et la baie de Hudson n'ont donné que de maigres résultats. Russie. Au nord de la Sibérie occidentale, sur la mer de Baran, un gisement géant de gaz naturel a été découvert et il est en exploitation. D'autres existent également dans la grande plaine du fleuve Oby, aboutissant à la mer de Kara. Le gisement d'Urengoy contient à lui seul 6200 milliards de mètres cubes de gaz, en réserve prouvée. Le site de Yamborg totalise à lui seul 3000 milliards de mètres cubes. Toute la Sibérie occidentale totalise 70 milliards de barils de pétrole et 25 000 milliards de mètres cubes de gaz. La Russie est devenue le premier exportateur mondial de gaz. Un immense réseau de gazoducs relie cette région à l'Europe entière depuis l'Ukraine et la Pologne jusqu'en France, où un tiers de la consommation de gaz vient de Russie. Cet ensemble est géré par une immense entreprise contrôlée par l'État, Gazprom. Le gouvernement russe utilise souvent cette situation comme arme politique redoutable, qui a déjà exercé des pressions sur l'Ukraine, la Biélorussie et la Pologne. En Sibérie orientale, dans la région du lac Baïkal, de même que dans les régions du nord de cette partie de la Sibérie, l'exploration n'a pas donné de résultats exploitables. Par contre, sur la côte nord du Pacifique, des indices prometteurs suivis d'un début d'exploitation ont été obtenus dans la péninsule du Kamtchatka et dans l'île de Sakhaline. Autres explorations. Le Groenland, province autonome du Danemark, immense île recouverte presque en entier par un plateau de glace et de neige, a été peu explorée, car les conditions de travail sont très dures. De même, les mers entourant le Groenland, l'Islande ou le nord de la Norvège ont été peu explorées. Il faut remarquer que dans ces régions, le problème de l'évacuation du pétrole ou du gaz est très difficile à résoudre. Les Russes ont essayé d'utiliser des brise-glaces suivies de pétroliers, avec des résultats discutables. Seuls les Américains ont résolu ce problème avec l'oléoduc Trans-Alaska, et les Russes avec leur réseau de gazoducs de Sibérie occidentale. Notons également que le vaste continent antarctique n'a jamais été exploré pour du pétrole. Asphalte. On appelle ordinairement asphalte un mélange de bitume issu de la distillation du pétrole brut et de granules utilisés pour le revêtement des chaussées de rue, pour la circulation automobile. Il existe également des asphaltes naturels, des produits pétroliers extra lourds et très visqueux. On les trouve dans les régions à gisement d'hydrocarbures. Issu du kérogène, produit carboné originel, qui a été dégradé par la chaleur, il a affleuré à la surface du sol. Il est parfois mélangé à du sable, donnant ce qu'on appelle les sables bitumineux. Il se mélange également à des calcaires poreux, donnant alors le calcaire asphaltique. Connu depuis la plus haute antiquité, il a été utilisé pour étanchéifier les terrasses des monuments. Plus tard, les Indiens d'Amérique du Sud, du Venezuela ou de Colombie calfataient leurs embarcations avec ce produit récolté, car formant des nappes sur le sol ou flottant à la surface des rivières. Il était également utilisé dans des torches faites pour s'éclairer la nuit. Les Zoroastriens du Caucase l'employaient également pour l'éclairage. Des affleurements d'asphalte se trouvaient en France, en Alsace à Pechelbronn ou dans le Gard près de Nîmes. Aux États-Unis, un gisement important était exploité dans l'Utah. Durant cette période pré-industrielle dans le monde occidental, il servait à lubrifier les essieux des charrettes ou les affûts de canons,
et était également employé en pharmacie comme onguent pour les maladies de la peau ou comme remède pour la digestion. Actuellement, l'asphalte est utilisé par les entreprises de travaux publics ou par celles du bâtiment. Travaux publics. On nomme asphalte ou asphalte porphyré un mélange de bitume produit par les raffineries avec du calcaire broyé, du sable et des gravillons. C'est avec la généralisation de la circulation automobile qu'on l'emploie dans tous les pays. Répandu sur la chaussée, il évite l'usure du sol, la formation de nids de poules, ainsi que la production de poussière. Ce mélange est transporté à chaud dans des véhicules spécialisés et répandu sur la chaussée et parfois sur les trottoirs. Sa viscosité est telle qu'il ne peut être manipulé à froid. Parfois, pour des raisons esthétiques, il est coloré en rouge en le mélangeant avec de l'oxyde de fer. Il ne faut pas confondre l'asphalte avec le macadam, inventé par John Loudon Macadam, qui est un empierrement de chaussée avec des pierres cassées reliées par de la glaise et du sable, puis compactées au rouleau compresseur sans trace de bitume. Étanchéité. L'asphalte est beaucoup utilisé pour l'étanchéité des immeubles avec terrasse, remplaçant les toits couverts de tuiles ou d'ardoises, ainsi que dans les monuments. On commence par placer une couche d'asphalte épaisse, appelée chape, suivie d'une autre d'asphalte gravillonnée. Dans les pays à forte pluie, on y ajoute ensuite une couche de plusieurs centimètres de gravier protégeant l'enduit étanche. Toutes ces opérations se font avec de l'asphalte chaud, qui se solidifie ensuite en gardant une certaine souplesse et plasticité à la température ambiante. Automobile, naissance de. À la fin du XIXe siècle, ère du machinisme triomphant, les dirigeants des principaux groupes pétroliers gardent un œil vigilant sur les progrès techniques accomplis, sachant qu'ils vont entraîner inéluctablement une évolution de la demande en hydrocarbures. En 1867, à l'Exposition universelle de Paris, le premier moteur à combustion interne est présenté. C'est un engin utilisant un mélange de gaz d'éclairage, issu de la distillation de la houille et d'air. Une explosion est amorcée par une étincelle électrique, elle actionne un piston. À partir de 1870, d'autres appareils du même type sont mis au point, remplaçant le gaz d'éclairage par de l'essence de pétrole vaporisée. En 1875, un véhicule équipé d'une machine à vapeur avec du kérosène issu du pétrole comme combustible circule entre Paris et Vienne. Il ne présente pas d'intérêt car la machine à vapeur occupe tout l'espace. C'est pourtant la première fois qu'un véhicule automobile circule sans chevaux qui le tirent. En 1876, NA Auto à Cologne invente un engin actionné au gaz compressé avec de l'air et qui a le cycle actuel de 4 temps. Admission, compression, explosion, évacuation des gaz. Il fait 200 de ces cycles par minute. Il est très lourd, utilisable seulement à poste fixe. En 1887, Gottfried Daimler, ingénieur chez Auto, construit un engin léger, fixé à une voiture, mais avec 800 à 1000 cycles à la minute. C'est la première automobile. Pendant ce temps en Allemagne, Karl Benz construit une voiture avec moteur à un seul temps, utilisant la gasoline, distillat très léger du pétrole, dangereux, alors employé uniquement comme solvant. Il lui donnera le nom de benzine ou essence. Dans toute l'Europe, des industriels se lancent dans la fabrication d'automobiles. En France, Panhard et Levasseur puis Renault s'y mettent résolument. En Angleterre, c'est Lancaster puis Royce et Austin qui participent à cette nouvelle industrie. En 1895, Charles Durier propose une voiture avec moteur à 4 cylindres et équipée de roues à pneus en caoutchouc inventée en Angleterre par Dunlop. Les États-Unis interviennent. Un ingénieur de chez Edison, Henry Ford, s'installe à Détroit et commence à produire des automobiles. Elles sont mal accueillies par la population, car elles font beaucoup de bruit. Lorsque Ford stationne son véhicule en ville, il est entouré par une foule de curieux, certains essayent de la faire marcher. Il est obligé alors d'attacher sa voiture par une chaîne à un réverbère. À la fin du XIXe siècle, près de 18 500 moteurs à explosion interne sont construits aux États-Unis, certains à poste fixe pour actionner pompe et dynamo, d'autres sont de plus en plus montés sur des automobiles. Le problème principal est de leur trouver des lubrifiants et de l'essence. Les lubrifiants issus du pétrole sont disponibles, ils remplacent avantageusement ceux d'origine animale. Par contre, l'essence est produite en petite quantité dans les raffineries.
Séléchi se trouve devant l'angoissant problème de sa rareté, qui risque de paralyser cette industrie naissante des moyens de transport qui est promise à un bel avenir. B. Bakou. Historique. Bakou, port sur la mer Caspienne, est la capitale de la province perse du Caucase. C'est une petite ville orientale, port de pêche et centre commercial pour les produits du Moyen-Orient. En 1806, après une guerre entre la Russie et la Perse, cette province est annexée à l'Empire russe. C'est toute la Transcaucasie qui est conquise. Tbilissi, en Géorgie, devient la capitale de toute la région, résidence du vice-roi nommé par le tsar. Bakou n'est qu'un port marchand. Cette province à l'extrême sud de l'Empire russe, d'accès difficile à cause de la chaîne du Caucase, reste peu développée. C'est une province surtout agricole, au climat tempéré, propice à la culture de la vigne. En 1920, après la révolution russe de 1917, l'est de la Transcaucasie devient la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan avec Bakou comme capitale. En 1991, après l'implosion de l'URSS, la République d'Azerbaïdjan est proclamée. C'est un État indépendant, membre de l'ONU. La capitale demeure Bakou. La ville de Bakou. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, Bakou est une ville triste, noircie par les fumées des raffineries. Sous l'occupation de l'Empire tsariste, elle compte 100 000 habitants, en grande majorité de religion musulmane. Elle demeure importante pour la Russie pour plusieurs raisons. 1. Du point de vue stratégique, elle protège la région des tentatives de reprise par les Perses ou les Turcs. Devenue une ville de garnison, aux avant-postes de l'Empire russe, elle se transforme en port militaire, veillant aux intérêts du tsar sur la mer Caspienne. 2. Commercialement, son importance va en croissant. Recevant les produits orientaux du Moyen-Orient, elle demeure une étape finale de la route de la soie. Un très important trafic maritime s'installe sur la mer Caspienne à destination d'Astrakhan, port sur le delta de la Volga. Les marchandises à partir de cette ville peuvent remonter sur cet immense fleuve jusqu'aux grandes villes du centre de la Russie. 3. Le sous-sol est riche en hydrocarbures, gaz et pétrole, qui sont exploités de manière artisanale, mais qui fournissent cependant des produits issus de la distillation du pétrole pour l'éclairage des grandes villes russes. Industrie pétrolière. Vers la fin du XIXe siècle, les Russes commencent à réaliser que cette région a un potentiel énorme en hydrocarbures, que son sous-sol possède les gisements de pétrole parmi les plus riches du monde. Mais ils sont mal exploités de façon primaire, avec un énorme gaspillage. En ayant recours à des industriels d'Europe occidentale, les frères Nobel d'origine suédoise, les Rothschild français, ainsi que plus tard à des experts américains, cette industrie se modernise. La production de pétrole et sa distillation se mettent au niveau européen. Il ne reste comme point faible que le problème du transport des produits liquides ou gazeux, qui est mal résolu dans ce pays très isolé géographiquement. Après la révolution russe de 1917, l'industrie pétrolière est nationalisée, les industriels étrangers sont obligés de partir. L'industrie pétrolière est reprise, après un arrêt brutal, de manière maladroite par les autorités russes. Elle progresse, devient importante dans toute l'Europe. Elle procure des devises étrangères à l'État qui en a bien besoin. Depuis l'implosion de l'URSS et l'indépendance de l'Azerbaïdjan, l'industrie a repris de façon moderne, avec la participation de compagnies pétrolières occidentales, d'Europe et des États-Unis. Mais l'énorme gisement de la péninsule d'Abchéron commence à donner des signes de fatigue. Pour ne pas diminuer la production, les compagnies locales commencent à explorer tout le territoire de la République et entreprennent des forages offshore sur la mer Caspienne. La fluctuation du prix du baril se répercute sur les finances de l'État, comme dans tous les pays où l'industrie pétrolière est dominante. En 2006, un oléoduc de grand calibre a été inauguré, faisant le trajet Bakou-Tbilissi, Géorgie, Seyhan, Turquie. Il relie donc Bakou avec la mer Méditerranée par le port turc. Aujourd'hui, le pétrole constitue 70% des exportations du pays et ses revenus en dépendent de 25% à 50%, suivant les fluctuations du baril de pétrole dans le monde. Barrage flottant. La pollution des mers est une des plus sérieuses menaces pour l'industrie du pétrole. Il y a deux types d'accidents de ce genre. Lors de forages offshore. Lors de naufrages de navires pétroliers.
Un cas des forages offshore. Dans le cas des explorations sur le domaine maritime, il arrive que le puits de pétrole entre en éruption. Son orifice se trouvant souvent à quelques centaines de mètres de la surface, la maîtrise de cet accident devient très difficile. Cette éruption peut survenir en cas de fausse manœuvre, ou le plus souvent lorsque la pression dans le gisement exploré s'avère supérieure à celle exercée par la colonne de boue de forage placée dans le puits. Une énorme quantité de pétrole jaillit, flotte à la surface, parfois sur des centaines de kilomètres carrés. 2. Naufrage. La pollution des mers se produit également lors de naufrages de navires pétroliers pleins d'hydrocarbures. Si la coque du navire se brise, toute la cargaison se répand sur la surface de l'eau, c'est-à-dire des centaines de milliers de tonnes. C'est la catastrophe la plus redoutable, car elle se produit parfois en pleine mer, loin des gisements, parfois près des côtes et des ports, avec pour témoin la population des lieux et des conséquences dramatiques pour le commerce, le tourisme, la santé des habitants. Comme exemple, nous pouvons citer le cas du pétrolier Torrey Canyon qui en 1967, s'échoue au large du pays de Galles et déverse 119 000 tonnes dans la mer, polluant 250 km de côte en Grande-Bretagne et 100 km en France. C'est aussi le cas de l'Amoco Cadiz, qui déverse en 1978 228 000 tonnes de pétrole brut sur 400 km de côte bretonne. Il est dans toutes les mémoires et a eu de très lourdes conséquences pour l'activité de toute la région. Remède. Pour débarrasser les océans de ces énormes quantités de pétrole flottant, il n'y a pas de remède totalement efficace. Une des techniques utilisées est celle des barrages flottants. Ce sont de très gros boudins en plastique de faible épaisseur, gonflés jusqu'à 1 mètre de diamètre. Reliés en chaîne, ils entourent la zone polluée. Il faut ensuite pomper le pétrole. Ceci doit être fait peu de temps après la catastrophe, avant la dispersion de la nappe par la houle. Il n'est pas possible de mener cette opération de récupération du pétrole s'il y a une tempête qui disperse le tout. Pour les hydrocarbures peu visqueux, on peut disperser la nappe par l'utilisation de détergents peu toxiques. Ils fragmentent rapidement l'ensemble du produit flottant et le font disparaître progressivement par les courants marins. Il faut cependant noter que les éruptions sous-marines et les naufrages de pétroliers sont très rares lorsqu'on les compare à la production pétrolière mondiale et au trafic de tous les pétroliers. Mais l'opinion publique reste très sensible à ces accidents, qui sont très commentés par les médias et donnent lieu à des procès qui durent des années. Baril. À l'origine, le pétrole sortant d'un puits était stocké dans de petits barils en bois utilisés surtout dans les ports de pêche pour conserver et transporter les harengs. Les barils en bois ont disparu, mais le baril de pétrole s'est maintenu, surtout dans les pays anglo-saxons. C'est devenu l'unité reconnue internationalement, fixant le prix du pétrole donné en dollars. On le désigne par B, et sa valeur qui était au début du XXe siècle de 1 à 2 dollars est montée jusqu'à 150 dollars il y a quelques années. C'est une unité de volume qui correspond à 42 gallons américains, chacun égalant 3,79 litres du système métrique. Un baril fait donc 159,18 litres, soit 140 kg, le pétrole étant de densité inférieure à l'eau. On utilise actuellement de plus en plus la tonne du système métrique, unité de masse. Une tonne de pétrole correspond en moyenne à 7 barils. Mais le baril restera pendant longtemps l'unité de mesure, utilisée surtout par les financiers et agents de bourse. Benzine. Vers 1890, Karl Benz, ingénieur allemand, construit un véhicule à 3 roues équipé d'un moteur à combustion interne à un cylindre. Il fonctionne à l'aide d'un distillat de pétrole très léger, d'utilisation dangereuse, employé uniquement pour le nettoyage, le dégraissage. Benz l'expose à la foire de Chicago de 1895. Son invention est suivie d'autres véhicules, munis de moteurs à 4 temps, disposant de 4 cylindres. Ces véhicules ont 4 roues avec des pneus en caoutchouc. C'est la naissance de l'automobile qui fonctionne avec le même combustible. La demande en distillat léger du pétrole prend une allure exponentielle. Elle sera satisfaite avec l'invention du cracking, brisant les molécules lourdes pour en faire des légères. Le carburant utilisé portera des noms différents suivant les pays. Benzine, en l'honneur de Karl Benz, essence, gasoline ou supercarburant.
Biocarburant. Historique. Depuis la préhistoire, l'homme utilise la biomasse, c'est-à-dire les déchets végétaux, pour faire du feu. Il utilisait des branches d'arbres ou des herbes sèches. Ce combustible est toujours utilisé par les populations sous-développées, ou sous forme de bûches, dans les cheminées des maisons modernes. C'est au lendemain des crises pétrolières que les pays occidentaux, pauvres en hydrocarbures fossiles, s'intéressent à ce produit pour 2 raisons. Il est une énergie de substitution à l'essence en cas de crise. Il est renouvelable, facilement. De nos jours, il est fabriqué à partir de produits agricoles ou de déchets. On l'obtient par fermentation des alcools, on y ajoute de l'éther pour augmenter l'indice d'octane. Dans la plupart des cas, on le mélange de 10% à 15% avec l'essence ou le gasoil pour la circulation automobile. L'huile de colza peut être utilisée pour en produire. Avantage. Il y a peu de rejet de CO2, car les plantes cultivées captent le gaz carbonique de l'atmosphère. Le carbone ainsi stocké est brûlé lors de l'utilisation de ces plantes. Le bilan en production de CO2 lâché dans l'atmosphère est pratiquement nul. Il est renouvelable, et sa production s'améliore en quantité et qualité dans les laboratoires. Il peut être fabriqué dans tous les pays avec de faibles investissements. Inconvénient. Il est 3 ou 4 fois plus cher que l'essence. C'est une des raisons pour lesquelles il est ajouté en petite proportion aux carburants fossiles. Cela diminue l'impact sur le prix de l'essence à la pompe. Les États utilisateurs modulent leurs taxes sur les carburants pour ne pas rendre ce prix excessif aux consommateurs. Les plantes utilisées, betterave ou canne à sucre, entrent en compétition avec les cultures vivrières dans 2 domaines, les terres arables dans les pays agricoles et l'eau dans les pays arides. Situation actuelle. Les biocarburants sont fabriqués dans presque tous les pays industrialisés. Le grand pays producteur est le Brésil, utilisant les énormes déchets de la production de sucre à partir de la canne à sucre. Il en produit entre 25 et 30 millions de tonnes par an. D'autres pays utilisent la betterave ou d'autres déchets agricoles. Les États-Unis et la Chine en consomment beaucoup. On essaye actuellement de diminuer la compétition entre terres cultivables qui peut déclencher des troubles sociaux, en utilisant des végétaux qui n'entrent pas dans la chaîne alimentaire, ou bien des végétaux poussant sur des terres arides. Un des avantages non négligeables de ces biocarburants, c'est qu'ils peuvent directement être employés pour le transport à la sortie d'usine. Ils n'ont pas à passer par la raffinerie qui consomme beaucoup d'énergie, ou par la transformation en énergie électrique avant d'être utilisés. La production des biocarburants devra augmenter dans les années à venir, avec la raréfaction des produits fossiles. C'est une industrie propre qui n'a pas d'impact sur son environnement comme le pétrole. C'est surtout l'augmentation des prix du pétrole brut qui lui donnera une forte impulsion, comme les autres énergies renouvelables. Bitume. Le bitume est le résidu du raffinage du pétrole brut. Après la distillation atmosphérique, suivie parfois par la distillation sous vide faite pour en extraire le maximum de matière volatile, il reste alors dans les alambics ou les colonnes de la raffinerie le fioul lourd utilisé comme combustible, suivi du bitume. Il faut le maintenir chaud pour pouvoir le manipuler. Il se solidifie ou devient très visqueux à la température ambiante. Il est stocké dans des réservoirs chauffés en permanence et sera transporté dans des citernes portées à 30 ou 40 degrés, sur des camions. Dans les régions riches en gisements d'hydrocarbures, quand ceux-ci se trouvent près de la surface du sol, on constate souvent des infiltrations de liquide noir qui s'étalent à l'air libre. Chauffées par le soleil, elles perdent leurs produits volatiles, il reste alors la masse visqueuse ou solide du bitume naturel. Il est possible de le récolter sans difficulté. On trouve parfois, comme en Pennsylvanie, des résidus de pétrole flottants entraînés par le courant dans les rivières. Il est alors retiré en utilisant des pièces de tissu, où ces produits noirs peuvent se fixer. Le bitume est connu depuis la plus haute Antiquité. La Bible mentionne son utilisation pour le calfatage de l'arche de Noé, ainsi que pour le berceau de Moïse qui fut ainsi sauvé des eaux. Les Chinois, ainsi que les Indiens de Colombie et du Venezuela fixaient le bitume sur des torches pour l'éclairage. Il a été également employé comme mortier pour la construction des temples et palais de Mésopotamie,
et aussi pour rendre étanches les citernes creusées dans le sol pour contenir l'eau de pluie. De nos jours, le bitume est utilisé principalement pour le revêtement des rues et routes. Mélangé à du sable ou de petits cailloux, il devient l'asphalte. Des machines modernes, conçues spécialement pour la construction et l'entretien des routes, maintiennent le mélange chaud et l'étalent en couches régulières sur les chaussées, parfois sur les trottoirs. Le revêtement améliore le roulement des pneus de voiture sur le sol et empêche les dérapages par temps de pluie. Mais dans les pays chauds et ensoleillés, les mois d'été et en milieu de journée, ce revêtement noir atteint des températures élevées. Il n'est pas rare de constater alors que l'asphalte des routes commence à se ramollir. Bloc d'obturation de puits, BOP, blowout préventé. Il arrive parfois qu'un puits de pétrole en cours de forage entre en éruption. Une quantité importante de pétrole s'échappe, se répand aux alentours, source de dégâts importants dans le voisinage. Cet accident est encore plus grave lorsqu'il se produit sur un puits offshore, foré parfois sous des centaines de mètres d'eau. Il arrive également que l'éruption s'accompagne de l'incendie du jet de pétrole sortant du puits, donc plus difficile à éteindre. Le plus souvent il est dû à un accident, mais il peut être volontaire comme celui provoqué par l'armée irakienne au Koweït. En se retirant sous la pression des troupes alliées, elle mit le feu à beaucoup de puits koweïtiens en activité. La prévention des accidents se fait en cours d'opération par la surveillance attentive de la boue de forage. Il est indispensable que la colonne de boue introduite dans le puits ait une pression supérieure à celle du gisement qui a été atteint. On prévient l'entrée en éruption de l'installation en augmentant la densité de la boue. Il est possible de maîtriser l'éruption par plusieurs moyens, en y injectant une boue très épaisse par le forage d'un petit puits qui rejoindra le grand. On peut arriver au même résultat par l'explosion d'une cartouche de dynamite. Cette méthode est employée dans le cas d'incendie, on souffle sur la flamme. On fait surtout appel à des équipes spécialisées, les pompiers du pétrole. Ce sont eux, venant des États-Unis, qui ont éteint tous les puits incendiés par l'armée irakienne au Koweït. Il existe encore une autre manière d'en finir avec une éruption, c'est d'attendre que la pression diminue dans le gisement. Mais dans ce cas, ne connaissant pas la capacité de la formation imprégnée de pétrole, cela peut prendre du temps et causer d'énormes dégâts dans le voisinage. C'était la méthode employée à Bakou au XIXe siècle, où l'industrie artisanale du pétrole n'avait pas d'autres moyens à sa disposition pour arrêter ces catastrophes. La façon la plus rationnelle de prévenir ces accidents est d'équiper tous les puits en cours de forage avec des blocs d'obturation, blowout préventé. C'est un gros ensemble métallique équipé de vannes télécommandées. Il est alors possible d'arrêter à distance le débit du puits. Boom pétrolier. On appelle ainsi une période de surproduction pétrolière excessive, déséquilibrant la relation entre l'offre et la demande. Elle a lieu le plus souvent lorsque les pays producteurs, sans tenir compte des besoins, accroissent leur production, le plus souvent pour des raisons financières, mettant sur le marché des produits difficilement vendables et provoquant une chute catastrophique des prix. Premier boom pétrolier. Vers 1860, après le premier forage entrepris par le colonel Drake en Pennsylvanie qui fut un succès, la nouvelle se répand dans toute la région. Beaucoup d'entrepreneurs se mettent à forer des puits au voisinage du premier. Une ruée sur le pétrole, comme la ruée vers l'or qui eut lieu quelques années plus tard, se transforme en catastrophe. Les prix du terrain au voisinage de la zone productrice sont multipliés par 100 puis par 1000. Des villes champignons naissent, Oil City, Pitol, en Pennsylvanie, n'offrant à leurs habitants que des conditions d'hygiène déplorables. En 10 ans, plus de 600 puits sont forés dans la région, la sécurité est inexistante. Des puits entrant en éruption, on n'arrive pas à les maintenir et le pétrole se répand en nappe noire dans tout le voisinage. Des catastrophes humaines sont inévitables chez les ouvriers ou les visiteurs imprudents. Vers 1870, Henri Bérouz, président d'une compagnie pétrolière, contemple un de ses puits entrer en éruption et se rapproche du puits entouré des membres de son conseil d'administration. Mais le président fume un gros cigare et une explosion se produit brûlant vives 19 personnes. Surproduction. La production désordonnée, sans concertation, crée une situation intenable. Le prix du baril de pétrole passe de $20 en 1859
à 0,10 $ en 1861. Le récipient en bois finit par coûter plus cher que son contenu. Les petits producteurs ne peuvent pas suivre. À court d'argent, devant payer leurs ouvriers, ils produisent le maximum possible d'huile et aggravent la chute des prix. Le transport des barils se fait par des charrettes. Les cochers, se rendant compte de la forte demande, augmentent leur prix de façon excessive. Le pétrole sorti des puits et qui n'arrive pas à être transporté est stocké dans des piscines ouvertes, creusées à la hâte. Des industriels entreprenants construisent des lignes de chemin de fer à partir de la région productrice, vers un port fluvial ou une raffinerie. On entasse dans les wagons les barils jusqu'à leur destination. Mais ces compagnies ferroviaires, fondées par des capitaux privés, s'intéressent en priorité aux grands producteurs et leur font des rabais importants sur les prix. Les petits producteurs qui paient le prix fort se trouvent alors dans une situation intenable, condamnés à la faillite. Ils manifestent, défilent dans les rues, font du désordre pour se faire entendre. Remède. Au début du XXe siècle, les grandes sociétés pétrolières et les gouvernements sont conscients du danger causé par ces booms pétroliers imprévisibles et difficiles à maîtriser. Le problème risque de passer du domaine économique et social au politique. Pour beaucoup de pays, dont les revenus du pétrole comptent pour 50% à 80% du budget national, la situation devient intenable. De même, les grandes compagnies pétrolières sont alors en situation financière précaire et diminuent dangereusement leurs investissements. Seuls les pays gros importateurs de pétrole sont dans l'euphorie financière. Nous pouvons citer 2 exemples de mesures entreprises pour remédier à cette situation. 1. En 1928, à l'initiative de Deterding, président de la Shell, une réunion se tient au château d'Ashnacarry en Écosse. Y participent les présidents de 4 compagnies, Shell, Standard Oil, Anglo-Persian, Gulf. Le but secret de cette initiative est de régulariser le marché. Elle aboutit aux résolutions suivantes. A. Partage du marché. Chaque compagnie garde ses positions acquises et ne doit pas empiéter sur le domaine d'un autre. B. Accroissement de la production par une seule compagnie si la consommation augmente, diminution en cas de baisse de la demande. D'autres sociétés finissent par adhérer à ce cartel naissant. Mais comme souvent, l'accord n'est pas respecté par les signataires car la concurrence est rude. Malgré toutes ces atteintes au bon fonctionnement de l'ensemble, le marché du pétrole se stabilise pendant 30 ans. Le prix du baril oscille entre 1 et 2 $. 2. En 1960, les représentants de 5 États producteurs se réunissent, Arabie Saoudite, Koweït, Iran, Irak, Venezuela. Leur objectif est la stabilisation du prix du baril. Ils sont suivis par d'autres. En tout, 13 États constituent l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ensemble, ils sortent du sous-sol près de 44% de la production mondiale. C'est alors un grand cartel gérant les intérêts financiers de ses membres. La plupart des pays ont une grande instabilité politique, et par conséquent se soumettent difficilement à la discipline des prix. L'Arabie Saoudite est le seul pays dont les capacités de production sont largement supérieures à la demande. Tous les autres produisent au maximum de leurs possibilités. L'Arabie Saoudite jouera donc un rôle prépondérant dans ce cartel, en augmentant ou diminuant sa production selon son intention de baisser ou augmenter le prix du baril. Conclusion. De nombreux booms pétroliers ont eu lieu dans le monde entier, le plus souvent à une petite échelle. On note de nos jours celui qui se produit en Alberta, aux États-Unis, comme conséquence de la mise en production des gisements bitumeux de la région. Le pétrole reste le produit dont les prix battent le record de fluctuation, passant d'1 à 2 $ au début du XXe siècle à 150 $ de nos jours. Cette situation est davantage contrôlée qu'au temps des pionniers, à cause de la découverte de gisements dans beaucoup de pays. Le pétrole est produit dans le monde entier. Les instabilités dues à des raisons politiques sont plus facilement surmontées. Bout de forage. Le mot bout est souvent utilisé dans un sens péjoratif, synonyme de saleté, de déchets. Mais dans l'industrie pétrolière, il correspond à un liquide indispensable pendant les opérations de forage. Ces boues sont mises au point dans des laboratoires spécialisés, qui les adaptent au type de puits à forer. La boue de forage, prête à l'emploi, est placée dans un bassin,
puis injectée avec une pompe à boue à l'intérieur du train de tige descendu dans le puits. La boue arrive jusqu'au trépan qui tourne en grignotant la roche. Elle remonte à l'extérieur du train de tige et retourne au bassin du départ. Utilité de la boue. Elle sert à refroidir le trépan. Remonte à la surface tous les débris de la roche attaquée. Maintient une pression hydraulique au fond du puits, supérieure à celle de la formation contenant le pétrole, et empêche l'éruption. Lubrifie l'ensemble du train de tige et du trépan pendant la rotation. Composition. La boue de forage est composée essentiellement d'argile et d'eau. On y ajoute des additifs pour augmenter ou diminuer sa densité, et ainsi contrôler la pression du fond. Pour certains puits, l'eau est remplacée par de l'huile brute. Inconvénient. L'eau de la boue s'infiltre dans les formations géologiques, entraîne avec elle de petites quantités d'argile et refoule à l'intérieur le pétrole ou le gaz. Elle crée ainsi une zone autour du puits pouvant atteindre 1 mètre de rayon en cas de formation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.